Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, mobilisation, retour en Afrique, RDC, France, PS, et pour finir, Japon, retour sur les 70 ans d'Hiroshima. Tout de suite, Côte d'Ivoire, mobilisation. Côte d'Ivoire, mobilisation le 10 septembre 2015. Voici la vidéo du mot d'ordre lancé par le président de la CNJC et secrétaire national de la JFPI, Auguste Abraham Diéty. Ouvrons les guillemets. Nous prenons la rue. Le 10 septembre 2015, nous n'avons que des moyens légaux et nous prenons la rue jusqu'à ce que Ouattara se plie en réformant la CEI, en libérant les prisonniers qui croupissent à la MACA et que les exilés rentrent. Fermons les guillemets. Mobilisation le 10 septembre 2015. Tout de suite, retour en Afrique. Non, les Africains, ils sont pauvres. Les Africains, ils sont malheureux. Les Africains, ils vont tous les jours en Europe. Mais on ne pose pas la question, pourquoi les Africains partent? Pourquoi les Africains partent? Non, les Africains, il faut les retourner chez eux. Il faut les chasser de l'Europe. Ils sont sans papier. Bon, moi personnellement, je suis d'accord qu'on chasse les Africains de l'Europe. Je suis d'accord. Mais pourquoi aussi on ne peut pas chasser toutes les ressources de l'Afrique qui ont enrichi l'Europe? Si l'Europe peut dire, la France dit, voilà, ça, j'ai construit avec l'uranium du Niger. La France dit, par exemple, ça, j'ai construit avec les cafés et les cacao qui est venu de la Côte d'Ivoire. La France dit, j'ai construit ça avec l'or qui est venu du Mali. J'ai construit ceci avec le pétrole qui est venu du Soudan, de l'Angola ou du Congo-Brazzaville. Alors la France décide, ou l'Union européenne dit, bon, voilà mes chers Africains, je vous remets toute votre richesse. Mais qu'on fasse ça, si on est juste, qu'on fasse cela. Il n'y ait pas une frontière, une barrière là-bas, un mur, mais au contraire qu'il y ait un pont qui lie l'Europe et l'Afrique. Un pont où les richesses de l'Afrique qui ont été emportées en Europe doivent rentrer en Afrique. C'est ça la vraie directive retour. On veut que les Africains installés, les migrants installés en Europe rentrent en Afrique. Mais quand est-ce que les richesses pillées en Afrique, venues en Europe, vont rentrer en Afrique? Voilà la vraie directive retour dont on a besoin. Tout de suite, actualité en RDC. Après plusieurs heures de vol, le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange foule le sol chinois. Il était 9h45 heure de Pékin, soit 2h45 heure de Kinshasa. L'avion présidentiel est sur la piste de l'aéroport international de Beijing. Au pied de l'avion, les représentants du gouvernement chinois qui souhaitent la bienvenue au chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange. Après les cérémoniales habituelles, le cortège du chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange s'ébranle vers le cœur de la capitale chinoise, au niveau de Westin Hotel, où la communauté congolaise vivant à Pékin s'est rassemblée. Des étudiants munis des panneaux de messages d'encouragement au chef de l'État pour l'œuvre de reconstruction de la République démocratique du Congo. La diaspora congolaise, chinoise ici, nous sommes vraiment conscienciés de tout. Voilà, nous sommes là pour étudier puis porter notre pierre à l'édifice pour la construction de notre pays. Nous sommes ici en tant qu'étudiants dans un pays étranger. C'est vraiment l'honneur de venir ici ce matin pour accueillir notre président de la République. Les membres du PPRD en Chine avaient également un mot de soutien au président de la République. Nous sommes venus présenter nos sincères félicitations et des encouragements dans sa vision de continuer toujours à reconstruire notre pays. Quelques minutes après son installation à l'hôtel, le chef de l'État congolais échangera avec la délégation ministérielle qui l'avait précédé. Le grand jour, c'est ici à Tiananmen, où près de 40 000 personnes sont réunies pour vivre ce défilé. Il s'agit de la commémoration de 70 ans de la victoire de la Chine sur le Japon. Le président chinois Xi Jinping a annoncé la réduction de l'effectif de 300 000 hommes de son armée, du haut de la baie céleste. Il informe l'opinion que cela fait
exactement 70 ans depuis que la Chine est devenue un grand pays. L'événement a été grandiose pour booster cette Chine de Mao Tse-tung. Ça aura été un événement mémorable pour la Chine qui voudrait des relations internationales assises sur le respect mutuel et la paix, mais aussi les rapports gagnant-gagnant. Tout de suite, actualité en France. Pourquoi il y a autant de migrants ? C'est parce qu'il y a un petit groupe de salopards qui volent les Africains. Vous comprenez ? Les Africains, ils en ont rien à foutre de venir ici. Il fait froid, on se caille, ça n'a aucun sens. Pour venir se prostituer, faire les poubelles. Non, ils préfèrent, mais le problème, c'est que la France, trop longtemps, il y a eu la France-Afrique. Mais c'est pas les Français, il faut pas culpabiliser les Français. Vous n'êtes pas responsables de vos dirigeants, qui ont été des véritables crapules, et qui ils l'ont jamais été autant qu'aujourd'hui, d'ailleurs. Là, on est arrivé au sommet de l'indignité. Le PS, par exemple, grâce à Internet, on sait, ils sont 131 000 adhérents. 131 000, déjà, c'est rien du tout. En réalité, à jour de cotisation, ils sont 60 000. Et Manuel Valls, qui est strictement impopulaire en France, et même au sein de son parti, regardez. Et au moment où Manuel Valls et Jean-Christophe Cambadélis commencent à faire le tour des tables, un jeune militant se lève et crie « Les 35 heures, on s'est battu pour les avoir, on se battra pour les garder ». S'ensuit une bronca d'une cinquantaine de militants au cri de « Macron démission, Taubira Premier ministre ». Il n'est pas aimé, hein. Il serait soutenu que par 20%, c'est-à-dire 12 000 personnes. Vous vous rendez compte ou quoi ? Ce mec-là n'est Premier ministre que de 12 000 personnes. C'est ça qu'il faut se mettre dans le crâne. Avec Internet, ils peuvent plus tricher. On n'en a rien à foutre de Manuel Valls. On s'en fout complètement. Il est le Premier ministre de 12 000 personnes. Avec le projet ANA d'assurance, on est 10 fois plus que lui. On est 10 fois plus à soutenir l'ANA d'assurance. Vous vous rendez compte ? Qui est un projet d'émancipation majeur, qui verra le jour le 30 octobre. Ça y est, on y est. Ouais. Je suis content de vous l'apprendre. Bravo à tous ceux qui nous soutiennent, donc continuez à soutenir. De toute façon, vous vous rendez bien compte qu'avec Internet, tout va changer. Ils essayent de vous faire croire leur État n'existe pas, ça n'existe plus. Tout est virtuel. Alors, au moins sur Internet, on le sait. Mais on est beaucoup plus nombreux, voilà, derrière ce projet d'ANA d'assurance. Pourquoi ? Parce qu'il y en a qui commencent à comprendre. Pareil, ceux qui veulent aller en Afrique, signez le... Mais oui ! Vous cherchez du travail, vous savez plus, bougez, ça sert à rien en France, il n'y a plus rien, tu peux plus travailler, tu peux plus rien faire. Donc on est là pour apporter des solutions, et plus on est nombreux, plus on en trouve des solutions. Et pour finir, Japon, retour sur les 70 ans de Hiroshima. Bonsoir mesdames et messieurs. Comment arrive-t-on à l'affirmation tout à fait folle que la bombe nucléaire a abrégé la guerre ? Tôt le matin du 6 août 1945, il y a 70 ans, l'avion militaire Enola Gay se mettait en route pour Hiroshima au Japon. Après un vol de plusieurs heures, il atteignait son but, le centre d'Hiroshima. À une hauteur de 580 mètres au-dessus de l'hôpital Shima, au centre de la ville, l'avion militaire a lâché la bombe nucléaire qui portait le nom apparemment bénin de Little Boy, en français petit garçon. À Hiroshima surgissait une boule de feu d'une température intérieure de plus d'1 million de degrés centigrades. Les conséquences étaient catastrophiques. D'après les informations officielles, 70 000 à 80 000 personnes ont trouvé une mort immédiate, presque exclusivement des civils qui séjournaient au centre-ville. Leur épiderme s'est évaporé en un instant. Un éclair éblouissant provenant de l'explosion a brûlé les murs des maisons encore debout, y laissant la forme des personnes avant que celles-ci soient arrachées par l'onde de choc. Dans les heures qui ont suivi, beaucoup de Japonais qui n'avaient pas été tués sur le coup perdaient leur sang de manière atroce à cause des blessures intérieures qu'ils avaient subies. Dans les semaines qui ont suivi, la radioactivité dégagée lors de l'explosion tuait d'autres habitants en grand nombre. Selon des estimations différentes, 90 000 à 166 000 autres personnes auraient trouvé la mort jusqu'en 1946 à cause des séquelles. Des cancers, une conséquence à long terme de l'irradiation, ont fait souffrir des grandes parties de la population pendant des années. Selon une étude, 9% des cancers que les survivants ont eus entre 1950 et 1990 étaient une conséquence du lancement de la bombe. On appelle Iba Kusha les survivants des bombes nucléaires au Japon. Ceux-ci et leurs enfants souffrent de dommages corporels à long terme, de handicaps et de maladies consécutives. Souvent, des troubles psychiques viennent s'y ajouter. Pour comble de misère, seulement 3 jours après, le 9 août 1945,
l'armée américaine lançait une seconde bombe nucléaire sur Nagasaki, entraînant la mort immédiate de 22 000 personnes et au cours des 4 mois suivants, la mort de 39 000 à 80 000 autres personnes. Aujourd'hui, 70 ans après, beaucoup d'Américains croient encore à la version officielle selon laquelle les bombes nucléaires du 6 août 1945 sur Hiroshima et 3 jours après sur Nagasaki auraient abrégé la guerre. Les partisans des lancements des bombes nucléaires argumentent que grâce à elles, l'invasion inévitable, sans cela, l'opération nommée Dawnfall, aurait été rendue inutile. D'après cette version, on aurait sauvé la vie de cette façon à 250 000 soldats alliés et à plusieurs millions de Japonais, ceci étant une estimation. Certains médias dirigeants défendent encore la version américaine. Par exemple, Anne Stein, correspondant du quotidien Die Welt, a écrit le titre suivant concernant l'anniversaire du 6 août. L'alternative aurait été pire. Cependant, à l'époque, même la plupart des militaires américains défendaient une autre opinion, comme le montrent les exemples suivants. Dans leur exposé de juillet 1946, le groupe de recherche américain Strategic Bombing Survey arrivait à la conclusion suivante, je cite, « Le Japon aurait capitulé aussi sans le lancement des bombes nucléaires, à coup sûr avant le 31 décembre 1945. » À l'époque, le général Dwight Eisenhower, futur président des États-Unis, était commandant en chef des forces armées alliées en Europe du Nord-Ouest et pour une grande part responsable des planifications militaires américaines pour l'Europe et le Japon. À l'époque, il a expliqué ce qui suit. Les Japonais étaient prêts à capituler et il ne fallait pas les attaquer encore avec ces armes terribles. L'amiral William Leahy, qui était de 1942 à 1949 le militaire le plus élevé de toute l'armée américaine, a écrit dans ses mémoires. Dans ma perspective, la mise en action de cette arme barbare à Hiroshima et Nagasaki n'a pas du tout conforté notre guerre contre le Japon. Les Japonais étaient déjà vaincus du fait du blocus maritime et des attaques aériennes victorieuses avec des armes conventionnelles, et ils étaient prêts à capituler. Mesdames, Messieurs, on pourrait bien continuer cette liste comme cela est détaillé sous le lien suivant. À présent, même quelques médias principaux de langue allemande commencent à remettre en question la version officielle américaine. À ce sujet, la radio-télévision suisse, SRF, a dit le matin du 6 août, je cite, « Selon des historiens notables comme Yoji Hasegawa de l'Université de Californie, ce n'est pas à cause de Hiroshima et Nagasaki que l'empereur Hirohito et son armée ont capitulé le 15 août, mais à cause de la déclaration de guerre de l'Union soviétique contre le Japon. » D'après l'estimation de l'historien Samuel Walker, les États-Unis se sont prononcés pour le lancement des bombes pour une autre raison, selon SRF. Ils voulaient démontrer leur force aux Soviétiques. Les Russes et beaucoup d'autres personnes voient dans le lancement de la première bombe nucléaire le début de la guerre froide qui a mené à une course aux armements nucléaires. Mesdames, Messieurs, en fait, tout le monde le sait. Une bombe nucléaire ne peut pas abréger une guerre. Apparemment, seul le gouvernement des États-Unis, l'opinion publique américaine et d'autres médias occidentaux inféodés aux USA ne le savent pas encore. En tout cas, jusqu'à présent, aucun président américain ne s'est excusé pour ce cruel crime de guerre contre l'humanité. Il ne nous reste plus qu'à espérer que les politiciens européens et les médias en tireront une leçon et qu'ils n'accorderont plus de crédit à une légitimation de guerre des USA, quels qu'en soient les moyens. Puisse Hiroshima et Nagasaki être un mémorial, proclamant qu'on fera tout pour qu'une telle souffrance ne se reproduise plus jamais. Au revoir. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.